Et la sensiblerie, pour moi, c'est écouter son ego à travers la souffrance de l'autre. J'ai eu besoin de beaucoup d'animaux, pour comprendre que j'étais en train de m'éloigner de moi-même. Et si on ne s'aime pas soi-même, comment voulez-vous aimer un autre être vivant ? Mais personne ne se pose ces questions-là. Non, c'est moi, je suis toute seule. Mais oui. On est tellement loin des besoins spécifiques du cheval. Le simple fait de dire « Ok, le cheval, il est absolument pas fait pour ça ». Et en fait, juste de comprendre que même si on fait de son mieux, ça enlève un poids énorme. Comprendre égale ne pas sombrer. Ouais, ne pas sombrer. Bonjour, bienvenue. Merci d'être là. Nouvelle rencontre avec Virginie qui est installée sur les canapés. Virginie Bernard, bien installée visiblement, qui a pris ses aises et c'est très bien parce qu'on est comme à la maison. Bonjour Virginie. Bonjour. Ça va, vous êtes bien installée là ? Je me suis installée parce que j'ai une petite jambe et puis je me suis dit que j'allais pas réussir à tenir sur votre beau gros canapé confortable autrement que dans cette position. Merci d'être avec nous. On va parler de votre approche que je trouve très intéressante parce que je n'ai pas réussi à la cerner, pour tout vous dire. Moi non plus. Et vous non plus, donc on est très bien. Et je me suis dit, tiens, par quoi est-ce que je vais commencer ? Vous savez, il y a un grand monsieur de la chanson française qui disait toujours « Soigne ton introduction, soigne ta sortie. Le reste, entre les deux, c'est la fluidité de nos échanges et de ce qui viendra au moment où on partagera. » Et même sur l'introduction de l'émission, je me suis dit, mais comment aborder les choses ? Évidemment, il y a un visuel qui parle, avec notamment les chevaux, et on sait qu'au travers des chevaux, vous allez nous dire beaucoup de choses sur la nature humaine, pour le coup. Mais je me suis dit, comment est-ce qu'on allait commencer par vous présenter ? Qui êtes-vous ? Eh bien, je ne vais pas vous aider parce que moi-même, j'en sais strictement rien. C'est difficile alors ? Oui, c'est très difficile. Mais c'est là l'intérêt de cette rencontre. Parce que justement, qui on est... c'est toujours hyper dur à définir. La plupart des gens, ils se définissent par le fait de ce qu'ils font, généralement, ou de ce qu'ils doivent représenter dans la société, ou de ce qu'ils aiment faire. Mais qui on est vraiment, ça devient plus compliqué à savoir, au fond. On a l'impression que vous avez envie, alors pourquoi les chevaux ? Et vous allez nous le dire, parce que c'est évidemment une grande passion, mais on a l'impression qu'il y a deux angles. Il y a l'angle de ce que les chevaux disent de nous, et de ce que vous allez donc décrypter au travers de ce que eux disent et dans leur comportement. Et le deuxième angle, c'est peut-être aussi le fait de se dire que je vais vous apprendre des choses sur la nature animale et notamment des chevaux parce qu'on entend beaucoup de choses et vous avez envie de remettre un peu l'église au milieu du village. Totalement, totalement. En fait, ça fait quand même maintenant plus de 30 ans que j'étudie le comportement des chevaux. C'est arrivé au départ parce que tous les comportements m'intéressaient. Je pense que si on veut aller vraiment chercher très loin, petite, je ne comprenais rien aux humains. Ouais. Même encore aujourd'hui. Hein, non, oui, j'ai toujours pas compris et je cherche encore. Oui. Mais les chevaux m'aident à comprendre en tout cas, les humains, donc forcément moi, à travers eux. Et en fait, j'ai commencé à abandonner l'idée de comprendre la cohérence et l'incohérence des humains et des adultes qui étaient autour de moi. C'était ma vision petite parce que je viens d'une famille très compliquée. Ouais. Et puis du coup, j'y comprenais rien et je suis partie, je me suis retournée vers ce que j'avais autour de moi, c'est-à-dire des bandes dessinées et les animaux. Un chat, un chien, une poule, un oiseau, enfin, ce que je trouvais. Ça va au-delà de mes souvenirs parce que ma mère disait toujours que je regardais les fourmis pendant des heures ou voilà, des choses comme ça. Je pouvais être fascinée du comportement, de ce qui c'est presque sociologique, mais aussi du comportement du vivant autour de moi. Donc ça s'est réparti sur à peu près tous les animaux. Et d'abord ce que je trouvais, ça a été vraiment les mouches, les araignées, vraiment tout ce que je trouvais. Il n'y avait pas de limite en fait à l'intérêt de ce qui bouge autour de moi, ce qui vit autour de moi. Sauf les plantes, j'y suis arrivée très tard. Mais qu'est-ce que vous cherchez à comprendre ? Moi, ce qu'on a tous cherché à comprendre, ce qu'on fait là. Oui, mais ce que je veux dire par là, oui, mais au travers de quand vous observez une fourmilière ou une araignée. Je me rappelle pas bien, mais on m'a dit. Qu'est-ce que ça révèle de vous ? Ça révèle de moi que j'ai décidé de prendre la place d'observatrice plutôt que de subir, je pense. Donc chez les humains. Ouais. Okay. Exactement. Et du coup, cette place d'observatrice, j'ai une petite anecdote à travers cette phase où j'ai compris que j'étais observatrice à ce point-là. C'est un jour, c'était plus tard, j'ai vécu un tremblement de terre dramatique à Christchurch,
en Nouvelle-Zélande. Et j'étais vraiment en centre, l'épicentre Et donc j'ai vu la ville, une très grande ville se détruire autour de moi. Et en fait, tout de suite, j'ai pris ma caméra et je suis devenue reporter. Et j'ai aidé un peu des gens. Et j'étais très, très calme, en fait. Et plus il y avait de chaos autour de moi, plus j'étais calme. Tout le monde m'a dit que j'étais très courageuse, mais en fait, je crois que c'est juste un réflexe pour se protéger, en fait. De dire, bon, en fait, je suis observatrice de tout ce qui se passe. Je suis dans un film et je vais voir comment je maîtrise ça. Je pense que c'est un peu la même chose avec les animaux quand j'étais petite. J'imagine, je me suis un petit peu autopsychanalysée à ma manière. On le fait tous, mais vraiment, j'étais très loin. Et je pense que c'est ça. Je pense que mon milieu familial était tellement chaotique et incompris et avec des rebondissements pas possibles et aucune explication, aucune communication humaine. Et bien, du coup, j'en ai fait ma propre déduction, dire, OK, il faut que j'essaie de comprendre ce qui se passe autour de moi. Je pense que c'est de là que c'est parti. Donc ça vient du chaos? Du chaos. De votre environnement familial? Je pense. Ouais. Ouais. Que ça déclenche ce positionnement d'observatrice pour essayer de comprendre et ne pas sombrer, quoi. Exactement. Comprendre égale ne pas sombrer. Ouais, ne pas sombrer. Ouais. Et je pense qu'on le fait, on a tous... moi, je dis toujours, le disque dur de chaque être humain, c'est les 7 premières années, quoi. C'est notre disque dur et tout ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'on soit conscient ou inconscient, souvent inconscient. Et c'est prouvé. Et oui, et en fait, c'est ce qui va nous définir en tant qu'adultes. Et donc, vos 7 premières années ont été compliquées? Très. Très compliquées. Pas affreuse, parce que j'ai toujours eu un état d'esprit, je suis quelqu'un qui me relève vraiment en permanence. J'ai pas trop cherché à m'apitoyer, j'ai plutôt cherché à avancer, à comprendre. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé ma survie. Donc vous êtes dans l'observation, ça n'en fait pas un métier? Si. Observateur, si. Est-ce qu'on se définit à travers un métier? La question que vous m'avez posée, c'est qui je suis? Oui, qui êtes-vous? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, vous savez qu'on est dans une société où il faut catégoriser un peu les gens. Donc, effectivement, on va voir Et c'est pour ça que j'ai refusé toute ma vie. Exactement. Et dans la fiche de production, il y a différentes étapes avec différentes questions pour construire l'émission. Et puis, il y a cette question du « avant d'être celle que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait ?» Et vous répondez, et il n'y a rien, en fait. Mais non, j'ai toujours été comme ça. Il n'y a pas d'avant-après. J'ai vu que dans beaucoup de vos émissions, les gens viennent et puis ils ont une vie, voilà, et tout d'un coup, il se passe quelque chose dans leur vie. Soit ils ont un accident, une maladie, un rêve de quelque chose, je ne sais pas quoi, une révélation, et une déception qui les fait un peu changer. Et tout d'un coup, ils se disent, bon, mince, j'ai pas de temps à perdre, enfin, je sais pas, je vais... Et ils deviennent je sais pas quoi. Oui, ils opèrent un virage dans leur vie parce qu'ils ressentent un appel ou une nécessité de changer. Pour moi, c'est un appel spirituel, même si je n'aime pas trop. Enfin voilà, c'est très connoté, mais c'est un appel à finalement la vraie valeur de ce qu'on fait sur cette dimension. Sauf qu'il y a des questions évidemment assez pragmatiques et assez basiques, et voire même terre à terre. Il faut vivre. Moi, je peux très bien vivre sans question terre à terre. Par contre, j'ai les pieds sur terre. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie de tous les jours, il faut vivre. Donc, qu'est-ce que vous viviez de quoi? Vraiment? C'est ça la question. D'amour et d'eau fraîche, vraiment. Non, mais c'est vrai. Ouais, je suis quelqu'un qui... C'est un peu bizarre parce que tous les gens qui me connaissent pourront témoigner que je vis à 200, je suis tout le temps j'ai tout le temps une énergie et je rebondis tout le temps. Mais déjà, je me nourris pratiquement pas. Déjà, je n'ai pas mangé encore aujourd'hui. Je me nourris pas de choses concrètes. Enfin oui, je nourris. Je ne suis pas quelqu'un de pranique en train de dire je me nourris de la lumière céleste. Loin de là. Oui. Non, loin de là. Non, c'est juste que c'est un fait, ça ne m'intéresse pas. Et ce qui ne m'intéresse pas, depuis que je suis petite, j'ai créé des croyances. Enfin, des croyances qui sont même au-delà des croyances. On pourra parler des croyances parce que c'est très intéressant. Pour moi, il y a une très grande différence entre la croyance et la foi. Et en fait, c'est plutôt comme j'ai une maman qui s'est beaucoup occupée de moi, mais qui ne communiquait pas. Donc j'étais toute seule à me fabriquer mes propres croyances au niveau de la nourriture, au niveau de m'occuper de moi, de tout. Et cette espèce d'isolement involontaire a été super bénéfique parce que je me suis fabriqué mon propre monde, mon propre univers. Et par exemple, la nourriture, ça ne m'intéressait pas. Et donc je mangeais rien, presque rien. Et encore aujourd'hui. Et pourtant, je travaille 10 heures, 12 heures par jour dehors. Je fais un métier extrêmement physique. La plupart des gens même des gens qui ont un physique, et ils ne peuvent pas me suivre une demi-journée. Ils sont épuisés.
par les travaux ou le travail ou l'énergie que je donne. Donc je me nourris de cette quête de comprendre. Sauf que comment on fonctionne. Elle est très abstraite, évidemment, cette nourriture, bien sûr. Mais on sent bien que c'est une nourriture intellectuelle, c'est une nourriture philosophique, c'est une nourriture spirituelle, c'est une nourriture... Et c'est pas une nourriture avec une côte de bœuf ou vous voyez ce que je veux dire? Totalement. C'est une autre sorte de nourriture. C'est une autre sorte de nourriture. D'ailleurs, j'ai une fois jeûné 40 jours. Mais sans le vouloir. Alors tout le monde me dit, mais comment t'as fait? Mais c'est incroyable, mais c'est pas possible, mais tu mens. Mais voilà. Enfin, j'ai une vie où je passe vite pour une mythomane, donc j'essaie de pas trop donner d'informations parce que sinon les gens doivent se dire, mais elle est... Vraiment, elle se la raconte. Secouée, quoi. Secouée. Oui. Et puis, donc du coup, bon, je m'en fous complètement. Bien sûr. Parce que, de nouveau, j'ai jamais cherché à avoir un statut, quoi que ce soit. Donc, ni à plaire, ça c'est certain. À part aujourd'hui. Vous êtes un ovni, hein. Vous êtes un ovni, j'ai fait des boucles aujourd'hui. C'est un truc de fou. C'est vrai, vous avez fait... Ah oui, d'accord. Oui, c'est fou. D'accord. Ils vont se foutre de ma gueule. Certaines rencontres changent une vie, certaines expériences aussi. ABC Talk revient à l'île de la Réunion pour 2 jours. Un vrai tournant, une aventure humaine avec 3 expériences, 3 façons de transformer votre vie. Commençons par le samedi 14 novembre avec Myriam Facio et Shanaël Munier, les constellations intégrales pour libérer enfin vos mémoires familiales liées à l'argent, à la réussite et à l'abondance, pour changer enfin votre rapport au succès. Le samedi soir, c'est un duo, le duo de l'invisible avec Alexandra Gabriel et Aaron Vial. Ils sont tous les 2 médiums quand la médiumnité rencontre la numérologie et les contacts défunts, où chaque instant peut devenir personnel. Et puis dimanche 15 novembre, la puissance du Quantum Self-Healing avec Fabien Lefebvre. Il sera question d'activer vos clés quantiques. C'est l'une des expériences immersives physiques les plus intenses. Vous repartirez plus clair, plus aligné, plus puissant. ABC Talk installe également son studio télé à La Réunion. Si vous êtes donc thérapeute, coach, praticien, accompagnant de vie, vous allez pouvoir vous aussi vous installer dans les canapés d'ABC Talk et tourner votre propre émission qui sera ensuite montée et diffusée à l'international sur l'ensemble de nos réseaux avec plus de 30 millions de vues chaque mois. Vous l'aurez compris, c'est une belle aventure, c'est une nouvelle aventure pour la seconde fois. ABC Talk à La Réunion en 2026, novembre 2026. Vous allez vivre l'intensité, découvrir l'authenticité, expérimenter l'essentiel. Infos et réservations, abctalk.fr. Alors, les chevaux. Alors pourquoi les chevaux? D'abord toutes petites, évidemment. Vous rencontrez cet animal qui est tellement fascinant. Vous montez à cheval jusqu'à avoir un accident, puisqu'à vos 12 ans, vous allez avoir un grave accident de cheval, d'équitation, qui va vous... C'est l'avant-après. Calmer ou pas? Vous l'avez trouvé, bravo. En fait, ça va pas me calmer, au contraire, ça va redoubler. J'avais déjà un petit peu cet esprit un petit peu... parce que les histoires que ma mère me racontait quand j'étais petite, un jour elle m'a trouvée endormie dans les jambes d'un taureau, dans une ferme, enfin, de regarder des heures et des heures les fourmilières ou des choses comme ça, je l'avais déjà, petit côté autiste, j'imagine. Et en fait, l'accident, ouais, ça a été extraordinaire parce que, bah oui, c'était très violent, c'était très moche. La monitrice d'équitation a fait une grave dépression après cet accident parce que je suis tombée du cheval, comme à toutes les séances d'équitation de l'époque. Et puis, mon pied est resté coincé dans l'étrier. Donc, c'était le plus grand cheval du manège et j'étais vraiment minuscule. Donc, je me suis fait traîner par le cheval pendant beaucoup de tours. Beaucoup de tours de manège. Et personne n'arrivait à arrêter le cheval parce qu'il avait peur de ce truc qui le suivait dessous. Donc, forcément, c'était un peu compliqué. J'étais défigurée. Vraiment, j'étais ouverte de là à là. J'ai les dents cassées, tout. Et là, c'est vrai que j'ai vécu cette expérience absolument dingue. Mais voilà, je ne vais pas la raconter parce que c'est vrai que j'ai rien de nouveau sous le soleil. J'ai vu plein de gens raconter leur expérience de vie, de mort imminente. Et en fait, c'est exactement la même. Donc, vous avez vécu ça? Et oui, le tunnel, vraiment, presque des briques, monter à travers, aspirer, une lumière, voilà, vraiment, j'ai rien de nouveau à dire. Lumière aveuglante, extraordinaire, mais pas aveuglante. Et puis cet accueil qui donne juste envie d'y retourner, quoi, qui est exceptionnel. Et c'est là, de nouveau, où le mot plénitude, il prend tout son sens. Parce qu'en fait, on est plein. Moi, je me souviens d'avoir la conscience
de me dire, je ne verrai plus jamais mon chien et ma mère. Enfin, c'est les deux seules choses auxquelles je tenais vraiment. Et ça allait très bien. C'est ça qui m'a le plus chamboulée, c'était de me dire, mais en fait, je suis consciente encore que je ne vais plus jamais les voir, mais en fait, ils font partie de moi, ils sont en moi, donc il n'y a pas de... Donc c'est plein. Donc fort heureusement, vous vous en sortez. Ouais, je m'en sors. Avec quelles séquelles? Une sale gueule, pendant quelques temps, qui m'a valu de ne pas aller à l'école, même pendant quelques temps. Et puis, l'envie d'y retourner, donc j'avais une commotion aussi, etc. Donc je n'avais pas le droit de monter à cheval avant 1 an ou 2, je crois 1 an et demi. Mais vous aviez l'envie? 3 mois après, j'étais vers les chevaux avant d'aller à l'école, je crois. Et ma mère, elle ne pouvait rien faire. Elle a vraiment vite abdiqué avec mon caractère de têtu, on va dire. Donc après, j'ai commencé le saut d'obstacle, donc c'est encore pire. Mais c'est après toute une longue histoire de recherche, en fait, où justement je tombais tout le temps dans ce milieu de l'équitation, que je n'aimais pas forcément. Hein. Mais c'est le rapport au cheval, sans doute, qui vous aimiez plus, non? Non, pas du tout. Je voulais l'animal. Non, je voulais l'animal. Comprendre les animaux, c'était les seules choses qui me rassuraient. C'est ce que je dis, le rapport au cheval. Ouais, mais le cheval ne m'attirait pas particulièrement. Ok. Et en fait, c'est vraiment c'est sociétal, je crois, qui m'arrivait, parce que les gens, les petites filles, les licornes, les chevaux, on leur fait des cours d'équitation, etc., etc. Et puis, on est arrivé que j'ai commencé l'équitation. Mais ça aurait été, voilà, les autruches. Oui, c'était pareil, oui. C'est l'animal. Ouais. C'est l'autre espèce, pour comprendre la mienne, à travers l'autre espèce. Parce que tellement j'étais en rebut total de ma propre espèce. Comme j'aime bien le dire, j'étais souvent... j'ai mis vraiment bien 30 ans à comprendre que j'étais acceptée surtout. Comprendre et accepter, c'est très, très différent. Que j'étais un humain. Et puis après que j'étais une femme, c'était encore laborieux. Puis après, j'ai pu guérir de plein de choses. Enfin, bref, si on peut appeler ça la guérison. Mais c'est votre relation aux animaux et spécifiquement au cheval qui m'ont appris ça. Qui vous a appris à vous identifier, à vous accepter et à vous aimer? Oui. Ah, c'était long, hein. Et puis c'est pas fini. Je m'aime pas encore complètement, du tout, entièrement. Mais ça c'est parce qu'il y a des séquelles de votre enfance. Ouais, il y a beaucoup de choses, ouais. Et donc là, le chemin fut long. Moi, ma thérapie équestre, voilà, la thérapie par le cheval, moi, j'ai dû en faire ma vie, tellement j'en ai besoin. Donc c'est ça, en fait. Moi, là, maintenant, je forme beaucoup de thérapeutes équestres, je forme beaucoup de chevaux de thérapie, etc. Il y a beaucoup de gens, des psychologues, des psychiatres même, qui viennent chez moi se former. Enfin, se déformer, j'appelle ça, se déformer, parce que souvent, ils sont tellement formés et formatés. Se déformer pour se reformer. Se déformer parce que la formation, c'est pas vivant. C'est humain et intellectualisé. Alors que le cheval, c'est vivant et c'est du réel. Donc, ils viennent chercher ce réel et cette authenticité, en fait. Sauf que quand, dans votre titre, vous dites « je suis experte en comportement équin », mais en fait, vous ne formez pas les chevaux. Vous formez ceux qui sont censés travailler pour... ou alors c'est un outil, le cheval est un outil. Totalement. Ça a été un outil pour moi pendant toute ma vie, pratiquement. Ensuite, pour les autres. Et maintenant, pour les autres, mais c'est de nouveau. Même sur mes cartes de visite. Vous faites de l'équithérapie, alors? Mais bien sûr, mais je forme les équithérapeutes. D'accord. Donc je suis formatrice. Moi, j'ai pas envie d'être équithérapeute. Donc, en fait, je me trouve à former des soigneurs, des entraîneurs ou des équithérapeutes. Pourquoi vous ne le dites pas, ça, dans votre préparation? Parce que c'est égal. Mais non, c'est pas égal. C'est quand même important de savoir d'abord... Mais c'est pour ça que vous êtes lunaire. Parce que tous les gens, évidemment, qui viennent raconter leur vie ici, leur parcours de vie, c'est ce qui me fascine dans ces parcours de vie, de résilience, parfois de souffrance, etc. Mais finissent par ensuite dire, voilà, moi je fais ça et je vous propose ça et j'ai envie de vous accompagner sur ça. Pas du tout. Mais pas vous. Non, moi je m'en fous. Je suis venue juste parce que je vous avais dit pourquoi j'étais venue ici. Non. Parce que j'étais tombée sur un de vos podcasts sur les réseaux sociaux et il y avait une comportementaliste, une communicatrice animale qui parlait et qui vantait tout ce que je me suis battue contre toute ma vie. Ok. Et donc elle était à l'inverse de ce que... Mais à l'inverse total de ce que j'avais envie de dire ici aujourd'hui. Et je me suis fâchée. Donc à la base, c'est pas de la bienveillance, de la résilience, c'est du partage amour. Et c'est ok? Ouais, c'est ok. Et c'était juste une part
d'injustice, un peu de colère, un peu de jalousie, j'imagine. En disant, elle dit n'importe quoi. Non, pas elle dit n'importe quoi. Elle dit ce qu'elle a. Elle dit ce qu'elle a, sa réalité. Ouais, c'est ça. C'est sa réalité, je la respecte. Ouais. Sauf qui n'est pas la vôtre. Elle est vraiment l'inverse, puis ça fait quand même 30 ans que je commence à comprendre qu'il y a des choses que... Voilà, moi je me bats contre l'anthropomorphisme, je me bats vraiment très fort contre ça. Et je me bats contre la sensiblerie. Et pas contre la sensibilité, attention, la sensibilité c'est une force, c'est notre force à tous. Mais la sensiblerie, c'est encore autre chose. C'est quoi Et la sensiblerie pour moi c'est écouter son ego à travers la souffrance de l'autre. Donc en fait, la sensiblerie, c'est de se dire, on voit un chien par exemple, on va prendre un exemple hyper simple, qui va parler à tout le monde. On voit un basset, un chien qui est comme ça, comme droupie. Magnifique. Et puis qui arrive dans la pièce, puis tout le monde va faire « Oh, mais il est beau, mais bon petit gars, mais il est malheureux, quoi. » C'est presque triste, parce qu'il a un faciès triste. Oui, oui. Voilà. Mais moi, je dis toujours, ils sont beaux de leur laideur. Mais oui, ils sont magnifiques. Ils sont tellement laids qu'ils en sont très beaux. Oui, puis ils ont surtout l'air tristes. Alors souvent, on va avoir l'empathie, on va se dire, bon, le pauvre. Ou alors un border collie qui rase les murs pour approcher son maître, on va dire, il l'est battu, le pauvre, etc. Et en fait, toutes ces petites choses, un cheval qui galope dans les prés, on va dire, waouh, c'est beau, il est heureux. Ben non, il est malheureux. Alors là, je vais choquer beaucoup de personnes, et même des professionnels du cheval. Mais c'est mon petit cheval de bataille, c'est ça. C'est de dire, en fait, si on se met vraiment à la place du cheval... Ouais. Alors, pourquoi est-ce que votre analyse serait plus précieuse, en tout cas serait plus juste que les autres? Alors, par exemple... pour finir, prenons des cas précis. Vous dites, le cheval qui gambade comme ça, qui court dans les prés, c'est pas un cheval heureux. Non, c'est pas un cheval heureux du tout. Enfin, de nouveau, attention, on va me tomber dessus, là, mais je suis prête. Mais vous assumez, vous êtes là pour ça. Ouais, et j'assume complètement. Bien sûr, et c'est super. Parce que ça fait quand même longtemps que j'étudie le cheval, et justement, je pense que ma plus grosse force, si on va parler de force, ma plus grosse grille, ça a été de ne jamais, mais au grand jamais, ne tomber dans l'anthropomorphisme. Dans l'anthropomorphisme, c'est vraiment mettre nos sentiments, nos propres sentiments à la place d'humains, voire personnels, complètement, à transférer sur l'autre. Que ce soit un humain ou que ce soit un animal. On le fait toujours entre nous, entre humains. Même quand quelqu'un va pleurer, parce qu'il a vécu quelque chose, on va se référer à quelque chose de triste dans notre banque de données pour avoir l'empathie. Ouais. Donc c'est très c'est un transfert, on fait un transfert. Mais alors ça veut dire quoi un cheval qui court dans les prés? Généralement, la plupart du temps, c'est un cheval qui fuit. Donc un cheval ne va jamais dans la nature. Moi j'ai travaillé l'étude des chevaux sauvages pendant des années sur le terrain, dans tous les continents du monde, pendant des mois, posé avec ma gourde. Et puis des caméras, voilà. Enfin, j'ai vraiment étudié les chevaux, et non pas les animaux domestiques qui sont dans des box au centre équestre de Marne-la-Jolie, mais qui sont aussi des chevaux, bien sûr. Mais comprendre fondamentalement l'animal, ça m'a fait comprendre qu'il était tout le temps dans l'économie d'énergie et qui fonctionne à l'inverse de nous. Donc par exemple, un cheval qui galope, c'est un cheval qui brûle son énergie vitale. Donc il galope pratiquement jamais. Dans la nature, ça n'existe quasiment pas. Dans la semi-liberté, ça existe parce qu'on les transfère d'un parc à un autre, avec des quads, avec des chevaux. Et là, à ce moment-là, ils se mettent à galoper. Dans la vie de tous les jours, on les fait que galoper pratiquement. Et ça vient de quoi? Et du coup, notre œil est habitué. Il se dit, mais attends, le cheval, c'est normal, il galope. Il hennit, il galope. Non, il hennit jamais, à part s'il est séparé des congénères. Dans la nature, il hennit jamais, quasiment. Et dans les centres équestres, ils hennissent tout le temps. Clairement. Dans un centre équestre, ils galopent, ils trottent, enfin ils font des kilomètres et des kilomètres de... Voilà. Et ça, c'est pas naturel pour l'animal? Mais c'est zéro. Bon, évidemment, c'est facile. Rien n'est naturel dans un centre équestre. L'incarcération... Évidemment. Non, mais les chevaux sauvages qu'on voit dans les... Les chevaux ont besoin de mouvement, donc je critique pas les centres équestres. Ils courent, ils vont galoper, enfin je veux dire... Oui, alors attention, dans mon observation, je ne critique aucunement les centres équestres, ni le fonctionnement moderne aujourd'hui dans lequel on est obligé de trouver des compromis pour avoir ces chevaux en domestique, donc dans des conditions domestiques.
Donc on doit leur donner du mouvement, de la stimulation, etc., de la sécurité. Donc c'est un compromis, mais c'est pas du tout naturel. Et le cheval n'a pas vécu assez longtemps dans des centres équestres en Occident pour avoir aboli tous ces réflexes. Mais on voit même que nous, on a des réflexes. On a des réflexes primaires aussi, de base, depuis des millions d'années, et on n'arrive toujours pas à s'en défaire. Donc les chevaux non plus. Ouais. Mais je vais y venir. Non, parce que, par exemple, toute cette inversion, donc nous, Hollywood, la télé, les publicités, etc., tout ça, on voit toujours des chevaux galoper en groupe, en troupeau, des centaines de chevaux qui galopent. Alors qu'un cheval, dans la nature, c'est 2-3 congénères. 4-5 maximum. Un étalon, il aura 4 juments, 5 juments maximum. Un troupeau, c'est ça. C'est pas des grandes étendues de chevaux. Ça n'existe pas. Mais on en voit souvent. Mais on en voit, tout est fabriqué. C'est des rassemblements de chevaux semi-sauvages dans des ranchs, en Uruguay ou je sais pas où. Non, mais même des chevaux sauvages. Ils sont jamais tous ensemble. Ça n'existe pas. D'ailleurs, les chevaux sauvages n'existent plus. Ce sont que des reconstitutions de chevaux dans des sanctuaires pour chevaux en Australie ou au Montana, mais où on a quand même clôturé et où on a quand même tué tous les prédateurs. Donc finalement, c'est compliqué. Okay. C'est très compliqué. On est loin, loin, loin de la réalité, de l'essence même de l'animal. Vous êtes-vous déjà demandé si le tarot était bien plus qu'un simple jeu de cartes ? Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif avec Moreno Fazzari, tarologue de renom, formé par Jodorowsky, qui vous révélera comment le tarot peut devenir un miroir de votre âme et transformer votre vie. Découvrez les secrets de votre inconscient. Apprenez à lire les cartes sombres, comme la mort ou le diable, et participez à un atelier pratique en direct. Inscrivez-vous maintenant. Les places sont limitées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de votre écran. Ne ratez pas cette opportunité unique de percer les mystères du tarot. Sauf que, mais quand vous parlez du compromis qu'il y a à faire, parce qu'il y a un compromis à faire. Énorme. Pour le coup, si on parle d'équithérapie, c'est que ces chevaux sont en contact avec des humains, et pour qu'ils soient en contact avec des humains, il faut qu'ils soient dans un cadre sécurisé, avec ce compromis, dans un box, on s'occupe de lui, on lui donne à manger, on va nettoyer Tout à fait, ils sont aux petits soins. Etc. Ils sont aux petits soins. Oui. Bon. Donc il ne s'agit pas évidemment de remettre en question, et vous l'avez dit tout à l'heure. Non, surtout pas. Mais si vous formez des gens... Mais c'est juste sortir du déni que le cheval est bien, ou que c'est sa nature, ou qu'on fait tout juste. Mais qu'est-ce que ça change ? Ça change tout. Moi, je crois que sortir du déni, du sauveur, de quelqu'un qui s'occupe bien d'un cheval en disant « mais moi, je lui donne ça, ça ». En fait, on est tellement loin des besoins spécifiques du cheval. Le simple fait de dire « ok, le cheval, il n'est absolument pas fait pour ça. Ses besoins sont juste du calme, du troupeau, et surtout pas trop de galop et d'activité ou quoi que ce soit avec des humains ». Et de comprendre que tout ce qu'on fait là, même les beaux chevaux dans les stabulations libres, avec du foin, des amis, des copains, des pâturages magnifiques, c'est artificiel. Et en fait, juste de comprendre que même si on fait de son mieux, le cheval n'est pas fait pour, ça enlève un poids énorme, parce que on sort comme je dis, du déni. Mais personne ne se pose ces questions-là. Non, c'est moi, je suis toute seule. Ben oui. Et qu'est-ce que ça change de savoir ça ? Parce que de toute façon... Ça change parce que moi... In fine, le cheval sera toujours au même endroit, il sera toujours dans ce box, il sera toujours en contact des humains, et il sera toujours dans ce conditionnement-là. Exactement. Mais en fait, plus les gens vont prendre conscience qu'il n'est pas fait pour ça à la base, plus on va pouvoir avancer au niveau éthique, au niveau de l'animal et au niveau des humains aussi, comme on traite les cavaliers. Parce qu'en fait, c'est un monde très compliqué, le monde de l'équitation. C'est très dur. Ah, c'est sûr. Et en plus... ce que moi j'essaie d'expliquer dans mes études, dans mes recherches, le plus gros morceau, c'est de dire moi, la seule chose que je veux enseigner aux gens qui viennent chez moi, c'est accepter qu'on est des prédateurs. Alors en plus, à l'ère des prédateurs et des hashtags et des machins, mon discours il passe souvent mal. Parce que en plus, c'est des femmes. Ils sont là, attendez, moi je suis pas un prédateur. Ben si. Pour le cheval. Des prédateurs bien pour sûr, le cheval. Bien sûr. Et les animaux de proie, comme les chevaux, fonctionnent à l'inverse, cognitivement pratiquement, du nôtre. Mais à l'inverse, pour beaucoup de choses. Pour, on va dire, 80%, 80% des choses, ils fonctionnent à l'inverse du nôtre. Donc, pour réussir à communiquer avec un cheval,
il va falloir penser cheval. Et penser cheval, j'entends beaucoup de gens qui disent « moi, j'ai appris à penser cheval ». Mais en fait, quand je les observe, ce sont des prédateurs qui ont maîtrisé la fuite du cheval, l'instinct primaire qui est la fuite, avec des moyens de coercition, soit brutaux, mais généralement, c'est plus trop la mode, le brutasse. La mode, maintenant, c'est la gentillesse. Donc, maintenant, c'est plutôt avec des récompenses et des renforcements positifs, ce qui est pour moi aussi complètement nul, parce qu'en fait, si on dit qu'il y a que du renforcement positif, c'est qu'on rejette le pôle opposé, le négatif, qui n'est pas forcément négatif, qui est juste l'entité inverse. Et les deux, en fait, elles fonctionnent toujours ensemble. Donc, si on essaie plus on essaie d'être gentil avec le cheval et de se rassurer en disant qu'on fait tout bien et qu'on fait tout positif pour son cheval, on n'est pas non plus dans la réalité. Donc, le cheval, lui, ce qu'il m'a appris, c'est que pour être en harmonie avec eux, qu'il soit dans un parc, dans une stabulation, dans une stalle, dans un box, un cheval de course, un cheval de thérapie ou un cheval de compagnie, ça change strictement rien. Ce qu'il a besoin, c'est de notre calme, de notre cohérence. Et je vois pratiquement personne depuis 30 ans qui est calme et qui est cohérent avec les chevaux. Donc c'est ça où je me pose la question. Je vois des gens qui essayent d'être gentils, faussement gentils, j'appelle ça de la fausse gentillesse. Je me fais un peu taper sur les doigts quand je dis ça. Et je dis, le cheval, il a que faire de ça, de cette fausse gentillesse. Le cheval, je veux juste qui tu es, avec ta part d'ombre et ta part de lumière. Mais tout mélanger, tout ensemble. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là qu'on tombe dans le réel, et non plus dans la sensiblerie, où on se veut être gentil et on fait de l'anthropomorphisme, et la dureté de la nature. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les gens qui font de l'équithérapie, ils ne sont pas alignés, c'est ça que vous voulez dire, face au cheval, Non, loin de là, parce qu'il y a plein de manières, il y a plein de thérapeutes différents. Je dirais que c'est en train de partir dans cette direction. Mais en fait, ce que vous voulez mettre en avant et valoriser, c'est ce juste milieu que doit avoir le thérapeute face au cheval. C'est-à-dire que le cheval se fout de votre gentillesse, comme il se fout de la dureté que vous pouvez avoir ou ses conditions, en tout cas les conditions dans lesquelles il se trouve. C'est ça que vous voulez dire. Exactement, il se fout totalement de tout ça. Lui, il va nous ramener à notre propre ego, au réel, en fait. Il va nous ramener à l'authenticité. Il veut juste quelqu'un. Il s'en fiche de nos intentions, il s'en fiche de notre gentillesse, de notre bienveillance. Il se fiche complètement de ça. Il se fiche même de notre méchanceté ou notre agressivité. En fait, il veut juste de la cohérence avec tout ça. Et c'est ça qui est magique. Et c'est ça qui est vraiment exceptionnel dans les séances que je fais, parce que les gens, souvent, ils arrivent avec tellement de sacs à dos, lourds. Et quand je leur dis, mais t'as le droit d'être brusque, t'as le droit de te fâcher, ou t'as le droit de rien faire, ou t'as le droit de lui demander doucement, t'as le droit de le caresser, mais t'as le droit de ne pas le caresser, t'as le droit de lui foutre un coup de fouet si tu veux. Enfin, à un moment donné, non. Oui, non. Parce qu'en fait, c'est une image. Une image pour que la personne se dise, mais j'ai le droit d'être juste tout, en fait. Tout ce que je suis. Oui. Et j'appelle ça... Mais ça reste un animal, donc vous ne pouvez pas avoir un comportement... Moi, j'ai le sentiment, en vous entendant, qu'il y a une sorte de... Pardon, une sorte d'égoïsme qui consiste à dire je n'ai pas à m'adapter à l'animal, c'est l'animal qui doit s'adapter à moi, quelle que soit ma part d'ombre ou ma part de lumière. Et vous me dites, si je comprends bien, que le cheval se fout royalement de cette gentillesse ou de cette indifférence ou du comportement que je peux avoir, à partir du moment... Lui doit ressentir simplement mon authenticité face à lui. C'est ça que vous me dites? C'est à peu près ça, oui. Je sais que ça peut choquer. Et si je ne suis pas authentique, le cheval va le ressentir tout de suite. Toujours. Et donc il sera... D'ailleurs, c'est qu'il me montre ça tous les jours depuis 20-30 ans. Le cheval? Le cheval me montre ça de chaque personne que je reçois depuis 30 ans. Ça n'a jamais eu d'exception. Et en fait... Et alors qui dit que vous êtes cette personne... Non, mais qui dit que vous êtes cette personne alignée face au cheval? Mais moi, je ne suis pas du tout alignée. Je ne prétends pas l'être, justement. Je pense que je suis la personne la moins alignée, vu que j'en ai fait ma carrière, ma thérapie, et que j'ai des chevaux qui arrivent tous les jours. Mais comment vous pouvez enseigner quelque chose? Mais j'enseigne... En fait, j'enseigne pas. Moi, je suis... formez, à la base,
Oui, mais les gens viennent vers moi. Je vous dis, j'ai pas d'étiquette, j'ai pas de site internet pratiquement, et j'ai pas de carte de visite. Et en fait, mais les gens enseignez quelque chose que vous n'êtes pas. Mais qui est ce qu'il enseigne? Bien sûr. Mais vous dites que c'est important pour le bien-être du cheval. D'être juste soi-même. Juste soi-même, sans cette pression sociale, justement, dont on a parlé au début. Sans cette pression hiérarchique, sans cette pression parentale, sans cette pression scolaire, sans cette pression médiatique, sans toute cette pression, juste être qui on est, qui on a envie d'être à ce moment-là. Et vous vous rendez pas compte, parce que mon discours, il peut choquer, mais en fait, quand les gens viennent et que je leur dis qu'ils ont le droit d'être qui ils sont vraiment, déjà, ils ont 15 000 masques. Et puis, en fait, au bout d'un moment, ils se rendent bien compte qu'ils ont le droit d'être juste l'enfant de 7 ans qui était perdu et qui a essayé de trouver un petit peu toutes ces subterfuges. Alors, on entend ça dans le... Et je pense d'ailleurs à des confrères à vous, des consoeurs, dans ce qu'on appelle le développement personnel, qui est un terme qui ne veut d'ailleurs absolument rien dire. Totalement. Et je l'ai compris. Mais on entend ça, effectivement. Tu as le droit d'être qui tu es, tu as le droit de ressentir, tu as le droit de te laisser traverser par certaines émotions, tu as le droit de venir avec tes bagages, tu as le droit de venir avec tes traumas, tes souffrances, tout, etc., etc. Mais c'est quand vous êtes face à un humain, d'humain à humain. Là, l'animal, en l'occurrence le cheval, il n'a pas demandé à ce qu'il se retrouve face à des gens qui viennent avec leur sac à dos et toutes leurs de toute façon, c'est sûr, c'est un cheval Exactement, un cheval de thérapie va de toute façon être enfermé dans un manège ou dans un enclos où on va lui imposer une personne qui vient en thérapie ou quelque chose, et ou son entraîneur ou son propriétaire, sur lequel on va travailler sur ses angoisses, ses peurs et ses incompréhensions. Et en fait, de toute manière, ce cheval va les subir. Donc il est malheureux, ce cheval? Je suis personne pour dire que le cheval est heureux ou malheureux. Ça, j'arriverai jamais. Ça, c'est une question que je... si, vous avez dit tout à l'heure, un cheval qui gambade, qui galope. Ouais, l'amalgame est superbe, parce qu'en fait, vous venez de faire de l'anthropomorphisme. Un cheval ne gambade pas, en fait. Mais c'est intéressant. Il galope. Le cheval qui galope dans le pré, c'est pas un cheval heureux. Donc vous pouvez dire s'il est heureux ou pas heureux. Tout le monde va me tomber dessus en me disant, mais oui, mais quand j'amène mon cheval au parc, je le libère. Il part au ventre à terre au fond du parc, il est super heureux, il lève les fesses, il est en train de se défouler. Mais en fait, c'est pas juste qu'il est heureux, c'est juste qu'il a été contraint quelque temps dans une autre écurie moins grande ou moins vaste. Et là, il se lâche. Et puis, il y a l'instinct de retrouver ses copains qui sont déjà là-bas. Il y a l'instinct grégaire qui monte, l'adrénaline du cheval qui est un animal de proie. Et puis, tout ça mis ensemble, ça fait un cocktail qui fait que le cheval part au triple galop. Et j'entends tous les jours des gens qui me disent « Mais moi, mon cheval, il est heureux quand on va en balade, il galope, il tire, il m'embarque presque. » Oui, parce que et là, je vais aller encore plus loin. La balade, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire à faire subir à un cheval. Au départ, il y a plein de gens qui arrivent à faire que leur cheval aime aller en balade, mais moins de la moitié. Oui, mais là, de nouveau, parce que c'est une pensée prédatorielle. Le chien aime la balade. Le chien aime aller à la conquête de nouveaux territoires. Il a besoin de faire le tour de son territoire, d'aller renifler ses SMS avec son urine, etc. Le chien d'avant, d'aller... Le cheval, lui, tout ce qu'il a besoin, c'est d'être au calme, en sécurité, dans un troupeau, pour pouvoir baisser la tête et manger de l'herbe, parce qu'il vit dans un endroit semi-désertique, le cheval, et il a besoin de manger une grande quantité, environ 18 heures par jour, d'herbe pas très pauvre, pour subvenir à ses besoins. Tout le reste, c'est du délire humain. Oui, tout le reste, c'est du délire humain et de l'anthropomorphisme. Lui, il a besoin de cette sécurité. Et le troupeau, il amène des liens sociaux, de la sécurité, des polices, des limites, de l'amour. Mais il faudrait qu'on soit chaque fois tout le troupeau pour pouvoir qu'on soit tout ça en même temps et ce calme surtout, le calme. Mais ça veut dire que vous travaillez quotidiennement avec ces chevaux. Ouais. Donc vous leur imposez quelque chose qui ne correspond pas à leur nature profonde. Ouais. Mon travail, en fait, il consiste uniquement à accueillir des chevaux qui sont complètement en fuite. Donc alors on peut le prouver maintenant scientifiquement qu'ils sont pratiquement tous en fuite parce qu'ils ont la mâchoire verrouillée, on appelle ça l'ATM, et le dos bloqué, le rein, la zone rénale. Donc ces deux choses se verrouillent généralement pour fuir le prédateur. Donc ça dure quelques minutes, quelques secondes dans la nature, quelques secondes plusieurs fois par semaine.
C'est un mécanisme d'autodéfense. Donc, avec cette preuve scientifique, on peut montrer que des chevaux verrouillent ces deux articulations que quand il est pris par un prédateur. Après, il dérouille, il se retourne et il essaie de comprendre s'il doit encore fuir ou pas, si le prédateur est encore là. Nous, dans le monde du cheval, je m'implique dedans. Vous pouvez me fustiger, c'est pas grave. On appuie sur cette défense. En fait, sans s'en rendre compte, même si on est doux, même si on est gentil, même si on est bienveillant, même si on a fait des études d'éthologie, je ne sais pas quoi, ça change strictement rien. On va appuyer sur cet mécanisme de fuite. Et ça, c'est valable, quel que soit le cheval, quelle que soit sa taille, quel que soit... Pratiquement, il y a des exceptions. Jument ou pas, oui. Les poneys. Les juments souffrent, par exemple, plus des balades que les mâles. Et de nouveau, ça s'explique parce que la jument, elle a encore plus besoin d'instinct grégaire pour protéger son soi-disant poulain qu'elle n'aura jamais, vu qu'elle est en captivité. Ou alors, ça dépend, il y a des éleveurs. Mais la jument, elle est vraiment encore plus grégaire que le mâle. Et le mâle, lui, dans sa vie de mâle, il doit de temps en temps être éjecté, parce que l'étalon du troupeau va l'éjecter, pour pas qu'il saillisse ses propres juments. Et du coup, cet étalon va se retrouver seul pendant un moment. Donc, ils ont aussi la possibilité de vivre seuls. Moins grégaires. Et après, ils vont retrouver un autre troupeau de bachelors, voilà, voilà, ils vont se battre entre eux pendant quelques années, le temps qu'ils arrivent à voler eux-mêmes d'autres juments. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne, à la base. Mais ça, on n'en parle jamais dans les cours d'équitation, parce qu'on est trop occupé à trotter pendant 45 minutes au trot enlevé, parce qu'il faut bien qu'on ait trotté, sinon le cours, on l'a payé pour rien. Plus personne ne travaille au pas, presque. Le pas, c'est juste chauffer le cheval, détendre, et après, on galope. Pourquoi ? Parce que nous sommes des prédateurs, on a besoin d'adrénaline, on a besoin d'activité, on a besoin de stimulation extrême, rapide et souvent. Et le cheval, lui, il est dépourvu de ça. Et je peux faire ça, lui, il ne peut pas prendre. Donc, il peut que être paisible dans un pâturage à manger de l'herbe. Et vous voyez, le gouffre, moi, je suis juste là pour dire... Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Non, bien sûr, mais il y a une prise de conscience. Mais le gouffre entre le besoin des chevaux réels et ce qu'on en fait tous les jours est ahurissant. Mais est-ce que ce n'est pas un combat vain, ça ? Parce que une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce que ça non, change ? parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, parce qu'en fait, tous les professionnels du monde du cheval et les propriétaires de chevaux qui osent franchir les barrières pour venir me rejoindre, qui ont déjà fait tout un travail sur eux, de remise en question, tous ceux qui arrivent chez moi... Mais c'est exceptionnel. Non, mais une fois qu'ils ressortent de chez vous, ils reprennent Mais ils arrivent à parler cheval après. C'est incroyable, parce qu'en fait, je mets au point... Non seulement, je n'ai pas étudié ça en me disant, je vais juste pouvoir dire ça c'est pas bon, ça c'est bon, ils ont besoin de ça et nous ça. C'est quand même, ça fait 30 ans que j'ai travaillé sur ce juste milieu. Comment faire pour que nos besoins de prédateurs égoïstes, entre guillemets, modernes, et que les besoins basiques, vitaux du cheval soient respectés. Tout le monde le fait, vous allez me dire. Il y a beaucoup de gens qui commencent à le faire. Mais ils continuent de... Le problème, c'est qu'ils continuent de se dire « Ok, on va leur donner plus de parcs, plus de copains et plus de foin. » Ils appellent ça les 3 F. Et moi, je me dis « C'est génial, c'est un bon début, mais c'est pas du tout... » Le problème, c'est que c'est pas ça la solution. La solution, elle est pas dans la détention, et la nourriture et les copains. La solution, elle est dans nous apprendre en présence d'un cheval de rester vraiment sur une fréquence le plus neutre possible. Vraiment ne jamais être heureux qu'il fasse un galop, ou être heureux qu'il se couche près de nous, ou être heureux qu'il dorme, ou être heureux. Ne pas mettre d'attente trop forte, et en plus de ça... accepter une phase où justement on ne doit rien faire. Moi, tous les cavaliers qui arrivent chez moi, je les mets au milieu du manège, plantés comme ça, et je mets un cheval et ils ne doivent pas agir. Et plus les cavaliers ont de l'expérience, je travaille avec des cavaliers internationaux, plus les cavaliers ont de l'expérience, plus ils sont comme ça. Tout est crispé. Et ils ne peuvent pas lâcher le cheval du regard, c'est des prédateurs. Et je leur dis, mais lâche-le, là on s'en fout là, du cheval, oublie-le. Laisse-le vivre sa vie. Impossible. Des fois, les gens mettent 30 minutes, 20 minutes à... Alors, ils n'arrivent pas. Alors, du coup, je leur ferme les yeux, je leur fais des trucs pour qu'ils apprennent un peu à se foutre la paix.
et foutre la paix au cheval. Et ensuite, je leur apprends à les suivre du regard sans les contrôler. Tout le temps. Sauf que tout le monde cherche à les contrôler dès le départ. Sauf ce que vous avez dénoncé à votre manière, encore une fois, il n'y a pas de jugement ou de choses comme ça. Je vais me faire fustiger. Non, mais c'est sûr que ça va réagir. Mais ce que vous avez dénoncé sur les conditions c'est très complexe, de la relation qu'il y a entre l'homme, enfin l'humain et le cheval, vous l'utilisez. Vous le faites. Bien sûr. Parce que, en fait, je suis bien obligée d'utiliser les deux ingrédients pour pouvoir faire l'alchimie du milieu. En fait, l'alchimie du milieu, c'est quoi? C'est de se dire, OK, nous, on a nos besoins, notre dopamine, le fait de tenir, le fait de ne pas lâcher du regard notre but prédatoriel. Et eux, ils n'ont pas de but. Ils voient à 360 degrés, ils broutent de l'herbe toute la journée. C'est des herbivores. Ils n'ont pas à faire des piafés, des machins, des obstacles. Ça n'existe pas. Donc, moi, j'essaie de juste leur faire comprendre que, déjà, apprendre à lâcher un peu l'affaire. Et une fois qu'ils ont appris à lâcher autour du cheval, leur donner un exercice à faire, mais un seul à la fois, comme un abécédaire, comme ABC. Mais en fait, votre job, c'est de rééquilibrer la relation qu'il y a entre le cheval et le truc. Mais en enlevant la pression au cavalier. En enlevant la pression au cavalier. Mais quand vous dites je travaille avec des cavaliers internationaux et autres, évidemment qu'il y a une différence entre le fait d'être dans un haras avec des chevaux de compétition, des chevaux de course, et des cavaliers, et puis même parfois le côté école montée qu'il peut y avoir, et notamment en Ile-de-France. Il y a des écoles qui sont extrêmement réputées d'ailleurs dans le monde entier, et je vois votre petit sourire, ça doit sous-entendre qu'effectivement ça doit vous crisper. Non, pas du tout. De voir de quelle manière ces chevaux sont... Non, ça va. Loin de là. Non, mais moi je suis et je comparais ça, l'avocate de tout le monde. Hein. Et je comparais ça notamment avec la gamine de 8 ans qui a envie de monter sur son poney dans une petite écurie. Voilà. Et ça, c'est très important que vous compreniez que je ne juge personne. Justement, les gens vont se sentir attaqués parce qu'ils vont se sentir visés à travers ce que je dis. Ben non, mais c'est culpabilisant, ce que vous dites. Absolument pas. Bah si, parce que c'est... Non, si on part du principe qu'on fait de toute façon tout faux, on s'enlève la pression. Et on n'est pas les gentils. Non, par rapport au cheval, on s'enlève la pression. Et ensuite, on peut devenir réellement bienveillant. Je suis pas sûr que les gens pensent comme ça. C'est-à-dire que les gens, les gens qui ont des chevaux ont quand même les amours. Ils ont quand même l'amour des chevaux et l'amour des animaux. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Ils pensent faire bien. Ils pensent faire bien. Et là, vous déstabilisez un peu le truc en disant, vous pensez faire bien, et en fait, vous faites tout faux. Oui, au départ. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vais aller jusque-là. Moi, la première. Oui. Moi, la première, qu'est-ce que c'est que l'amour envers un animal? Est-ce qu'on aime réellement l'animal pour ce qu'il est, ou est-ce qu'on aime ce qu'il nous amène, ou ce qui nous renvoie? Vous avez raison, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Le chien, l'animal domestique, c'est pareil. On voit de plus en plus de gens qui ont des chiens, mais c'est des gens qui sont de plus en plus seuls, de plus en plus isolés, qui ont besoin on a tous besoin d'affectif, on a tous besoin de tribalité, on a tous besoin de communauté. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'animal de compagnie. Hein. Exactement. Oui, mais c'est donc un palliatif pour moi. Enfin, c'est vraiment quelque chose c'est terrible. Parce que plus on va aller vers les animaux de compagnie, alors pourtant, combien je les aime, plus on va vers cette non-humanité. Et en fait, plus on s'individualise, plus on s'éloigne de nous-mêmes, de notre propre amour, en fait. On va aimer le chien, on va aimer le chihuahua, on va aimer le cheval parce qu'il nous fait faire gagner des concours, ou qui nous met en valeur en tant que thérapeute, ou qu'il soigne soi-disant des gens. Il y a toujours une grande part là, c'est là que je viens me mettre un gros caillou dans la mare. Un gros pavé. Parce que je n'accuse personne. C'est ça qui est génial, c'est que je suis dedans, ce monde du cheval, et je le respecte. Et il fait de son mieux. Et d'ailleurs, maintenant, on voit l'éthologie, l'équitation éthologique qui se développe, etc. Sauf que vous n'accusez pas, mais votre constat est quand même affligeant. Oui, parce qu'en fait, on part dans une direction qui, pour moi, est fausse. On part dans la sensiblerie. On part dans encore plus de sensiblerie, encore plus d'anthropomorphisme de ce qu'on pense potentiellement il aurait besoin. Donc, on va lui mettre plus d'herbe, plus de parcs, plus de copains, plus de foin, mais on fait le même travail sans se remettre en question. En fait, on a tous le cul entre deux chaises en tant que cavalier, entraîneur, dresseur, tous. Et on ne sait pas sur quelle chaise mettre sa fesse. Et moi, je arrive ici, puis j'enlève les deux chaises. Bam! Alors oui, ça fait un petit peu mal au coccyx, mais en même temps, c'est une fois qu'on est tombé de sa chaise, des deux chaises, c'est là que je trouve, sans changer sa méthode, sans changer son entraînement,
sa détention, sa nourriture, on se rend compte. Et c'est ça, en fait. Moi, je me suis dit, on me dit toujours que je suis l'avocat du cheval. C'est vrai que mon discours, il va séduire absolument personne. Comme vous dites, il n'y a aucun intérêt à ce que je dise ça. Non, mais moi, je pense qu'il peut séduire beaucoup de gens, parce qu'il y a un discours de vérité, en tout cas, même si c'est la vôtre, et peut-être que certains ne la comprendront pas. En revanche, ce qui me met pas mal à l'aise, mais je suis convaincu que la plupart des gens qui ont des chevaux aiment leurs chevaux, vraiment. Oui. Et je suis convaincu que les gens, et on sait à quel point, d'abord c'est cher, c'est un investissement financièrement, c'est se priver de beaucoup de choses aussi, c'est être vraiment en communion avec son cheval. Je connais des gens vraiment qui aiment leurs chevaux. Mais vous entendre, ça sous-entend, et vous avez sans doute, et maintenant qu'on échange, raison, c'est de se dire, quoi que je fasse, quoi que je m'évertue à investir, à mettre en place, à machin, ça ne sera jamais ce que le cheval désire le plus. Donc je ne ferai jamais bien, en fait. Quoi que je pense et quoi que je fasse. Non, parce que là, on se résume à un monde de bien et de mal. Non, mais, le monde, il n'y a pas dans le monde du cheval. Non, parce que pour rester dans les chevaux, il n'y a pas de bien et mal. Si vraiment on voulait, on leur foutrait la paix à ces chevaux et puis on les remettrait dans la nature et puis terminé. Ouais, mais après, c'est un gros vaste sujet parce que souvent les gens me tombent là-dessus avec ça. Et en fait, il n'y a plus la place, comme le loup, chez nous, il n'y a plus la place en fait pour eux. On a détruit leur écosystème, il n'y a plus la place pour les chevaux sauvages. On tente de réintroduire les Przewalski en Mongolie. Enfin voilà, moi j'ai travaillé beaucoup avec. Mais j'ai travaillé avec les Przewalski, j'ai travaillé avec ces gens. J'ai quand même, je me permets de dire que j'ai une très grande vision globale de la planète, du monde équestre au niveau planétaire, des peuples cavaliers du monde entier. J'ai fait plus d'études sociologiques presque que éthologiques. Et en fait, à ma manière, mais en tout cas, ça m'a montré qu'on est tous, on est tous dans le même panier. Vous avez dit tout à l'heure, les cavaliers aiment leurs chevaux. Mais bien sûr qu'ils l'aiment. Ils les aiment plus que tout. Ils s'investissent. Mais plus ils aiment leur cheval, plus ils s'éloignent d'eux-mêmes et moins ils s'aiment eux-mêmes. Et si on ne s'aime pas soi-même, comment voulez-vous aimer un autre être vivant ? C'est le fait de s'aimer par procuration qui vous gêne. Tout à fait. C'est ça que j'appelle le déni. Alors c'est valable pour le chien, c'est valable pour le chat, c'est valable pour n'importe quel animal. Ou même son amoureux. Ou son amoureuse peut-être, suivant comment. Selon les critères d'attente en fait, qu'on a envers l'autre, de nous satisfaire, alors parce qu'on n'est pas capable de se satisfaire soi-même, de nous-mêmes, de qui on est. Ça va très loin, évidemment. Ça va peut-être un peu trop loin pour une discussion d'une heure, mais c'est égal. J'ai lancé la discussion, elle est ouverte, et je ne veux pas remettre en considération le lien que chaque personne qui va écouter ce podcast et qui a un animal de compagnie, un cheval ou plein de chevaux, plein de chats, qui va être offusqué de ce que je dis, c'est normal. Non, parce que ça se tient. Maintenant, au départ, je me suis dit, quoi ? Oui, je sais bien, mais je ne prendrais pas le risque si je n'avais pas derrière cette bienveillance pour tous ces gens, moi y compris. Bien sûr. Mais c'est ce que les chevaux m'ont appris, en fait, si vous voulez. Vous m'avez réconcilié avec votre discours quand vous avez parlé du juste milieu. Ah oui, la solution, c'est vraiment et d'ailleurs, je travaille actuellement aussi un petit peu pour parler avec certaines fédérations internationales qui parlent beaucoup au niveau de l'éthique par rapport à l'animal, dans les sports équestres de haut niveau, par exemple, etc. Et je commence à avoir ma place parce qu'ils commencent à écouter mon discours. Et donc là, on fait avancer les choses. Parce que moi, justement, les gens me disent « Mais comment tu peux aimer les animaux, comme tu le dis ?» Moi, je ne dis pas que je les aime. Je les ai utilisés pour essayer de m'aimer moi-même. Oui, mais vous les aimez. Mais en tout cas, j'ai consacré toute ma vie. Ben, évidemment. À leur bien-être. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens me disent « Mais comment tu peux continuer d'être dans le milieu du saut d'obstacles, dans des fédérations de sport de haut niveau, etc. » Mais je dis pas parce que je ne fais aucune distinction. Pour moi, un poney Shetland ou un cheval de 2 millions de Grand Prix, un cavalier entraîneur international
une dame qui a son centre équestre, qui essaie de faire tourner son centre équestre en France, et une association de bien-être. C'est tout pareil pour moi. C'est ça, c'est ce truc, c'est ce point du milieu. En fait, on essaie tous de faire de notre mieux avec notre niveau de conscience personnelle. Mais plus on va vraiment vers l'animal et on se bat pour son bien-être et pour ça. Et en fait, moins on fait avancer les choses. J'ai l'impression que c'est un truc d'énergie et de fréquence. C'est une fréquence que plus on essaie de rétablir sa vérité, son truc, il faut combattre la méchanceté. Moi, je me fais arrêter par des gens dans la rue qui me disent on fait signer notre pétition, c'est contre la violence animale. Je leur dis mais c'est pas une pétition, c'est un travail, c'est une évidence. Enfin, c'est un travail sur soi contre la violence, point. Contre la violence qu'on a sur soi-même. Souvent, c'est des gens qui disent « Ah, je suis trop con, je suis malin », comme moi je le fais souvent. Et en fait, on est hyper violent avec nous-mêmes avant tout. Donc cette violence... Qu'on répercute. On répercute, puis on ne veut tellement pas l'avoir en nous, cette violence, ou cette colère, ou cette frustration, ou je ne sais pas, il y a aussi d'autres choses, qu'on va la mettre sur une cause qu'on essaie de défendre, soit sous prétexte, qu'on aide les autres. Et là, je vais loin, mais c'est pas grave. J'ai vraiment rien à perdre. Et à dire juste ma vérité, c'est que la mienne. Bien sûr. Et je pense qu'elle est entendable et respectable, bien sûr. Mais... Elle est pas entendable pour tout le monde. Mais il faut savoir que j'ai aucune malveillance envers qui que ce soit et que je me mets dedans à 100%. Oui, bien sûr. Je cherche aussi. Et en fait, il faut juste continuer à chercher. Il ne faut pas se dire, bon, c'est un acquis. Mon cheval est en stabulation libre, il est plus heureux. Non. Sauf que maintenant, j'ai une petite fille qui fait du cheval. Je vais même vous dire un truc, j'en suis même arrivé à regretter le fait qu'elle en fasse, parce que c'est tellement mais il faut pas. Dévorant dans sa vie. Ah oui. Elle a l'argent. Ah. Ça, au-delà de ça, c'est vrai. Mais même, c'est pas une passion, c'est au-delà. C'est-à-dire que tout tourne autour de ça. Bon. Sauf que je me dis, bon, regarde les chevaux, quand on arrive dans l'écurie, regarde, ils sont bien. Voilà, ils ont ils ont une petite couverture sur eux. Ils ont un monticule de foin comme ça. Quand on regarde dans le box, c'est toujours clean, c'est toujours machin. Donc ils sont bien. Sauf que non, en fait. Ça dépend. Quand je vous entends, ça dépend par rapport à quoi. Ils sont bien, mais ils sont pas dans leur nature première. Bah, bien sûr que non, mais ça c'est normal et c'est logique. Bah, donc ils sont pas heureux alors. Mais non, parce que si on part de ce principe-là, les gens ils vont se dire bon bah j'ai qu'à mettre mon cheval au pâturage et il sera au parc, au pâture. Oui, ouais. Et il sera heureux. Mais non, parce que la pâture, c'est juste un grand parc, c'est juste un grand box. Oui, bien sûr. Donc bien sûr, après, ils ont besoin de stimulation. La plupart du temps, les chevaux, vous savez de quoi ils souffrent? Et ça, personne, ça choque un peu. Ils souffrent de ne pas pouvoir se reproduire, par exemple. La plupart des juments veulent des poulains. Elles ne peuvent pas en avoir. Elles ont tous des kystes ovariens, des problèmes ovariens. J'ai une jument sur 10 qui n'a pas de problème ovarien, sur les 4-5 000 chevaux que j'ai vus. Donc il y a vraiment quelque chose qui... Vous voyez ce que je veux dire? La douleur n'est pas là où on croit qu'elle est, la violence n'est pas là où on croit qu'elle est. C'est là où c'est intéressant de vous entendre et c'est là où c'est intéressant de suivre votre enseignement, enfin en tout cas votre accompagnement et la manière dont, effectivement, le regard que vous avez... Donc j'ai bien compris, on ne pourra de toute façon jamais faire du 100%. Non. C'est sûr. Mais non, mais moi non plus, personne. Personne ne pourra faire ça, effectivement. En revanche, on peut adapter les choses de telle sorte que la relation... animal-homme, homme avec un grand H évidemment, se fasse au mieux, quoi. Exactement. Et puis c'est vrai que, aussi pour finir, l'histoire de la reproduction, les juments n'ont pas de poulain, certes, elles doivent aller en balade toutes seules alors qu'elles ont envie d'être instinctivement toujours au sein du troupeau qui les protège. Et puis les étalons, il n'y en a plus, pratiquement. Pourquoi? Parce qu'ils sont castrés. Tous les chevaux, à 1 an, ça ne se pose même plus la question aujourd'hui, on les castre. Donc vous voyez, c'est déjà la moitié d'un cheval. Alors juste une question aussi, pour finir, mais on pourrait évidemment se poser plein de choses. On a parlé des chevaux, mais si on prend les animaux au sens large, il y a beaucoup d'éleveurs, il y a beaucoup de spécialistes ou de professionnels justement en équithérapie ou autres qui vous disent, mais vous savez, ce cheval, il est très heureux parce que de toute façon, il est né ici. C'est vrai.
tout à fait. Et ils ont raison. Donc c'est vrai ça ? Oui, c'est vrai. Parce que tout est une affaire de... Mais c'est vrai, il n'est pas heureux. On ne respecte pas le cheval dans ce qu'il a vraiment besoin, mais il peut être heureux. Dans le sens où, pour moi, heureux, c'est un cheval qui est conditionné, qui rentre dans un conditionnement. C'est comme nous. Hein. Si on nous met dans une jungle, là, tout de suite, on ne va pas être très heureux. Et si on prend quelqu'un de la jungle et qu'on le met à Paris, je veux dire, moi, je suis arrivée à Paris, j'avais l'impression d'être un Indien dans la ville, dans le métro. J'étais là, oh mon Dieu. Mais même quand on vit à Paris. Hein, alors imaginez quand on revient des Alpes, on prend une claque. Donc, c'est ça, le cheval, il a besoin de comprendre que le conditionnement, il y a un conditionnement, il l'accepte. Et après, si vous le changez de conditionnement tout le temps, là, il va souffrir encore plus. Donc, un cheval de concours qui a toujours vécu en boxe, vous le mettez dans un grand parc pour, soi-disant, qu'il soit libre et heureux, il va paniquer, il va être pâle. Parce que c'est pas son conditionnement. Est-ce que cette théorie, elle est valable pour d'autres animaux qui sont en captivité ? Je me prononce pas, parce que sinon on relance le débat. Non, mais je serais curieux quand même. Une phrase quand même, dites-nous, par exemple. Alors évidemment, c'est la grande question des zoos, c'est la grande question des parcs aquatiques, c'est la grande question des cirques, c'est la grande question de tout ça, alors. Pour moi, par exemple, pour répondre aux parcs aquatiques, c'est encore plus grave parce que le cheval, on a réussi à travers les siècles à trouver ses besoins primaires quand même et à essayer de canaliser pour qu'il continue de fonctionner dans ce système-là. Alors que les parcs aquatiques, un Menorque, il a besoin de parcourir 12 000 km par mois, donc et forcément, c'est un peu plus compliqué pour lui trouver du bien-être. Donc, oui, et donc, c'est valable pour tous les autres animaux en captivité ? Même les chiens, j'ai envie de dire, parce que les chiens, ils sont souvent seuls dans un appartement avec quelqu'un qu'ils aiment, parce qu'ils l'aiment inconditionnellement, et c'est pour ça qu'on aime les chiens. On aime les chiens parce qu'ils nous aiment quoi qu'on fasse. Qu'on soit méchant, gentil avec eux, ils nous aimeront. Mais ils ne nous aiment pas vraiment. C'est une prison. Le chien a besoin d'une meute. Moi, j'ai étudié les loups. Donc les loups, des fois, ils maltraitent certains éléments de la meute, mais ils le maltraitent, mais c'est de la torture. Ah oui, bien sûr, mais on voit ça aussi chez les gorilles, voilà, on voit ça chez certains les chimpanzés, les chimpanzés, absolument. Mais ils restent, c'est les torturés de la bande. Ils sont torturés parce que c'est égal, de toute façon, c'est leur appartenance, c'est plus fort que l'instinct est plus fort. Ils doivent absolument rester dans cette meute pour vivre, pour survivre. Et le chien, finalement, c'est aussi ça qui se passe. C'est une prison très dorée. Mais de nouveau, on peut relancer le débat de l'amour que son chien a pour nous et l'amour qu'on a pour lui. C'est ça que je voudrais relever comme débat aujourd'hui. Est-ce qu'on aime vraiment les animaux ? Et comme je vois la société moderne dans laquelle elle part, dans cette sensiblerie, avec tout le respect que j'ai pour les antispécistes, pour tous ces gens qui sont le véganisme, qui commencent à fond la caisse. Et moi, j'étais végétarienne pendant 20 ans. Donc, je sais de quoi je parle. Et maintenant ? Maintenant moi, je suis trop... gourmande ? Non, pas du tout. Non. Je mange rien. Ah bah oui, c'est vrai, vous ne mangez pas. Oui, c'est vrai. Non, je suis trop, on va dire, provocatrice par rapport à ça. Okay. C'est-à-dire que vous aimez prendre le contre-pied de ça ? J'aime bien faire l'avocat du diable, ouais. Okay. Donc, en fait, parce que je trouve que chaque fois que je prends je fais l'avocat du diable, feu maître Vergès, eh bien... Je change un peu de point de vue, ça me garde ma souplesse. C'est pour ça que je peux parler pas avec... contre un bon barbecue, quoi, c'est ça que je veux dire. J'aime pas la viande, de toute façon. D'accord. J'ai de la peine avec ça, mais je pourrais parler avec un boucher chevalin sans aucun problème. Aucun problème. Okay. Avec une défenseuse de la cause animale aussi. Mais le problème, c'est que le boucher chevalin, il va bien vouloir me parler. Par contre, la défenseuse de la cause animale, elle va me détester, me fustiger, elle ne va pas vouloir parler avec moi. C'est le grand débat de la tolérance. Ça veut en dire beaucoup. Ça dit beaucoup de choses. Je suis d'accord avec vous là-dessus, je vous rejoins. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui regardent cette émission et qui ont envie de commenter. Et évidemment, ça va commenter. Mais commenter intelligemment, si c'est pour évidemment fustiger ou si c'est pour essayer de balancer 2-3 trucs assez désobligeants, passez votre chemin parce que vous n'êtes pas intéressant et vous ne nous intéressez pas. Voilà, comme ça les choses sont très claires. En revanche, si vous vous intéressez à ces sujets et que vous avez des arguments à apporter, même contradictoires... J'en ai beaucoup surtout, c'est pour ça que c'est frustrant d'ailleurs de ne pas avoir pu argumenter certains débuts on a fait des débuts de débat pendant l'interview et puis j'ai pas pu argumenter le pourquoi, et du coup les gens vont rester sur le parc c'est pas bien, Non, et en fait il faut bien comprendre que non, il n'y a pas de négatif. Tout est comme il doit être. Maintenant, moi ce que je veux aller chercher en fond de nous, c'est pourquoi on fait ça, pourquoi on utilise l'animal, pourquoi on a un animal,
Et qu'est-ce que ça nous apporte? Ça, je l'ai à peu près compris. Mais maintenant, essayer de se dire, OK, maintenant, je suis l'avocat de mon chien, de mon perroquet, de mon cheval pendant 3 jours. Ça va être difficile parce qu'il va falloir enlever l'anthropomorphisme, et ça, on n'est pas capable de le faire. Et la société nous empêche aussi. Elle nous pousse là-dedans. Le site internet virginiebernard.ch, vous aurez compris cette très légère petite pointe d'accent suisse qui n'est pas loin. On va prendre contact avec vous évidemment. Vous parlez des 3 jours, en général c'est ça? Vous faites des sessions de 3 jours pour être en immersion avec vous? Pas du tout. C'est tout à la carte. Non, parce que vous avez dit 3 jours. Non, en fait je voulais parler des 3 cercles où justement les chevaux arrivent, ils sont en fuite. Il me faut plusieurs jours pour les faire ralentir, qu'ils acceptent, qu'ils comprennent qu'ils ont le droit de ralentir sans qu'on les relance. Ouais. Ensuite, ils dorment pendant 2-3 jours, voire 2-3 semaines. Et là, c'est la réparation pour moi. Et ensuite, il y a le 3e cercle où j'essaie de les remettre en mouvement sans rentrer dans la fuite, en restant dans le limbique. Donc ça, c'est tout un travail, mais on n'a pas eu le temps d'en développer aujourd'hui. C'est les solutions justement que j'amène avec cette critique et cette observation. Bravo. Bravo, et c'est courageux en même temps, et c'est bien, parce que vous êtes évidemment dans vos convictions, et je trouve ça très bien. Et je ne suis pas courageuse, je veux juste revenir là-dessus, je m'en fiche. Allez-y, explosez-moi. Non, mais oui. Non, mais parce que, non, vraiment, je demande. Non, parce que moi, j'ai pas envie. J'ai pas envis de ça. C'est pas un tribunal ici. Exactement. Vous voyez, et les gens, encore une fois, on va modérer. J'accueille. Et moi, encore une fois, j'efface, dans la mesure du possible, les commentaires qui sont vraiment inutiles, haineux, stupides, crétins. On n'est pas là pour ça. Si vraiment ça ne vous parle pas ou si vous n'êtes pas d'accord, soit effectivement vous argumentez intelligemment, soit vous passez votre chemin, et de toute façon vous serez bloqué. Donc c'est très simple. Moi je bloque les gens parce que j'ai pas envie d'avoir. C'est pas un tribunal ici. Exactement. Et le mot de la fin pour moi, ce sera juste de dire, avant de critiquer ou d'argumenter violemment, essayez juste de comprendre que moi, depuis que j'ai 8 ans, je me lève tous les matins pour chercher une solution au bien-être animal. Donc, vous pouvez y aller. Je suis tranquille avec ce que je suis et ce que je fais. Merci Virginie. Merci à vous. Prenez soin de vous, évidemment, et de nos animaux. Combien vous en avez, vous, alors? J'en ai plus. Je suis guérie. C'est vrai? Non, mais vous travaillez avec combien d'animaux en général? Non, mais je travaille avec les animaux des gens. Ouais. Ah oui, d'accord. Leurs propres animaux. Ok, vous vous déplacez alors pour le coup? Je me déplace, ils se déplacent, je me déplace beaucoup. Exactement. Je me déplace, je fais des bilans. Vous n'avez même pas un chien, un chat, vous n'avez rien de Je n'ai plus. J'en ai eu plein, bien sûr. Moi, j'étais la pire. Enfin, la pire. Là, ça devient du jugement. Mais j'ai eu besoin de beaucoup d'animaux, pour comprendre que j'étais en train de m'éloigner de moi-même. Ça aussi, je pense que c'est ça, en fait. C'est incroyable. C'est ça. Je dis pas, j'ai toujours envie d'avoir un chat, j'ai toujours envie de... Mais je tiens pour l'instant. Cette expérience est plus intéressante. Merci infiniment. Prenez soin de vous donc. Merci pour vos commentaires bienveillants. Je le répète, sinon vous risquez d'être légèrement banni de la chaîne. En tout cas, on vous remercie et on se retrouve très très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.